Je voudrais faire un rapprochement entre mes travaux sur Nostradamus et mes travaux sur l'histoire de l'astrologie. Rapprochement, un certain type de rapprochement que je n'avais pas fait jusqu'à présent de façon aussi nette. Au niveau de la méthodologie, on s'aperçoit que les problèmes sont à peu près les mêmes. À savoir que l'on a essayé, à la mort de Nostradamus, mort qui eut lieu il y a exactement en 1566, donc on pourrait fêter le 350e anniversaire de la mort de Nostradamus, qu'on a fêté d'ailleurs quelque temps l'anniversaire de sa naissance. Je crois que c'était en 2003, donc il y avait le 400e anniversaire de sa naissance. 500e, 1503, 2003 ça fait 500 ans, et 1566, ça fait donc... voilà, peu importe. Et dans mes travaux sur Nostradamus, notamment dans mon post-doctorat que j'ai soutenu en 2007 et qu'on trouvera en ligne, notamment sur le site de Mario Gregorio, prophétie.it, dans mon ouvrage qui s'appelle Le père dominicain Jean-Gifrey Dréchac et la Renaissance et la naissance de la critique nostradamique, au doctorat que j'ai soutenu dans le cadre de la chaire d'histoire du catholicisme à la 7e section en 2007, donc il y a donc 9 ans. Et je démontrais dans ce travail, qui continuait ma thèse d'état de 1999, le texte prophétique en France, que j'ai soutenu cette fois-ci à Paris 10 Nanterre, c'est-à-dire Paris-Ouest aujourd'hui, ça s'appelle, dans le cadre des études de littérature française, mais que j'avais commencé à Paris 12 Créteil, dans un autre cadre. Et j'ai démontré dans ces travaux que l'on avait voulu produire des contrefaçons qui pourraient être appelées aussi des reconstitutions, ça dépend comment on voit les choses, de même qu'on fait des reconstitutions historiques avec plus ou moins de bonheur, en utilisant des publications de Nostradamus parues de son vivant, de façon à donner un cachet d'authenticité à des textes qui, en fin de compte, ne furent imprimés que dans les années 1580-90, bien après sa mort en 1566. Et la grande erreur des faussaires, si on peut les appeler des faussaires, c'est d'avoir utilisé par mégarde des faux almanachs parus du vivant de Nostradamus. Et on peut le montrer puisque les vignettes de ces faux almanachs, parce que les contrefaçons, c'est un peu le thème de l'arroseur arrosé, les faussaires sont tombés dans le panneau en croyant que certains almanachs de Nostradamus étaient de Nostradamus, alors que c'était déjà des contrefaçons de son temps. Et donc ils ont récupéré notamment les vignettes de la page de couverture de ces faux almanachs, vignettes qui étaient différentes des vrais almanachs, qui paraissaient en même temps, et c'est ainsi qu'ils ont orné leurs éditions antidatées de 1555, 1557, soi-disant parues donc du vivant Nostradamus. Et c'est ainsi que l'on peut dénoncer leur imposture, leur supercherie. C'est une supercherie. Les excentriques font partie des supercheries littéraires, comme on dit. Entre autres considérations, parce qu'on pourrait aussi travailler sur le contenu, mais
là, la démonstration iconographique est flagrante, à savoir que les faussaires des années, c'est paru sous la Ligue un peu, hein, des années 1580, n'étaient pas avertis qu'il y avait eu déjà en 1560 des contrefaçons des Almanachs Nostradamus. Et ils se sont servis de ces contrefaçons, croyant que c'était le meilleur moyen de donner un cachet d'authenticité à leur contrefaçon des années 1580-90. Donc la démonstration iconographique est flagrante. Ils ont utilisé de faux almanachs pour fabriquer de vraies fausses éditions des centuries, alors que ces centuries finalement ne sont jamais parues du vivant de Nostradamus, mais même au lendemain de la mort de Nostradamus, mais sont parues dans les années 1580. Et bon, on ne reviendra pas là-dessus. Elles sont inspirées, ces centuries, des quatrains qui paraissaient dans les almanachs de Nostradamus. Il y en avait 12 ou 13 par an. Et donc Nostradamus était déjà connu pour faire des quatrains de son vivant. Et là, on a voulu faire quelque chose de plus important, puisque 10 centuries, ça recouvre quasiment un millier de quatrains. On ne va pas rentrer dans le détail de cela, ce n'est pas le sujet de mon intervention de ce soir. Alors, quel rapport avec mes travaux sur l'histoire de l'astrologie? Est-ce qu'on retrouve le même profil de problématique? Eh bien oui, mais ça va nous entraîner assez loin. Parce que là, on ne parle pas de la période du XVIe siècle, on parle de périodes beaucoup plus anciennes, et même de périodes dont il est difficile de dater exactement l'occurrence. Mais ce n'est pas mon problème. On peut très bien faire la genèse d'un processus sans dater les gens qui disent « À quelle année ça s'est fait ?» On s'en fout, à quelle année ça s'est fait. Il y a un processus qui s'est fait sur des siècles, et on voit bien que ça s'est fait d'un certain ordre, et d'une certaine manière. Alors les pseudo-historiens qui croient faire preuve de rigueur en demandant des dates exactes, ce sont des plaisantins. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé un peu la même chose. C'est-à-dire que, quand on a voulu, et encore je m'excuserai d'être dans les théories, les hypothèses, mais des hypothèses qui paraissent tout à fait solides, quand on a voulu reconstituer le savoir astrologique, qui probablement avait plus ou moins disparu ou qui s'était un petit peu corrompu, ce travail de reconstitution, ça s'apparente à un travail de contrefaçon, n'est-ce pas, de toute façon. Dans les deux cas, il s'agit de retrouver le parfum d'origine, la forme d'origine d'un processus. Donc, qu'il s'agisse en toute bonne foi de reconstituer ce qui devait être la forme ancienne de l'astrologie, pour lui donner un revival, ou qu'il s'agisse de façon beaucoup plus machiavélique de créer des contrefaçons très délibérément, la méthodologie reste la même. Hein. Aussi bien pour le faussaire, ou pour celui qui veut reconstituer, soi-disant, le passé, que pour l'historien qui s'occupe de ces questions. Alors, j'ai déjà signalé dans mes différents travaux un certain nombre de pièges dans lesquels sont tombés les astrologues. Et notamment, parce que ce sont des pièges, tout à l'heure je parlais de Nostradamus, les faussaires sont tombés dans le piège des contrefaçons du vivant de Nostradamus, qui se présentaient comme étant des ouvrages de Nostradamus. Et là, alors il faut faire le tri, comme on dit dans l'Évangile, il faut dégager le bon grain de l'ivraie. Pas toujours facile pour les faussaires. Donc le piège dans lequel tombaient les faussaires, c'est de tomber sur des faussaires qui ont précédé. Des faussaires ou tout simplement des pratiques qui étaient plus ou moins, comment dirais-je, marginales, qui étaient un petit peu fantaisistes. Je m'explique. Le fait que les astronomes aient utilisé assez tôt les signes zodiacaux, qui sont issus en réalité d'une théorie des 12 mois de l'année en rapport avec les saisons. Que les astronomes aient utilisé
les noms des divinités mythologiques pour désigner à un moment donné les planètes. Tout cela ne fait pas partie intégrante du savoir astronomique, si ce n'est de manière anecdotique. De la même façon que le nom des constellations, s'il est considéré par les astronomes, n'a jamais constitué une réalité scientifique au même titre que les planètes elles-mêmes. Hein. Bon. Donc il y a toute une partie de l'astronomie qui relève de la poésie, qui relève d'une nécessité de nommer les choses, de désigner les choses. Et donc, quelque part, c'est de la Grèce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une partie de l'astronomie qui est un petit peu factice, qui est utile, mais qui est factice. Et donc, on ne peut pas parler de l'utilisation par les astronomes du symbolisme des mois de l'année ou de la symbolique des dieux de l'Olympe comme étant des contrefaçons, bien entendu. Mais c'est quand même un matériau